Nia et Alexis de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie d'être là. D'autant plus que j'ai rarement l'occasion de présenter d'échanger sur mon sujet de recherche avec des juristes ou des philosophes du droit. Donc, je travaille dans le domaine de la philosophie des neurosciences. Donc, j'ai plutôt l'habitude de côtoyer des neuroscientifiques dans leur laboratoire entre deux expérimentations sur des modèles animaux. Donc voilà, étant donné la thématique du colloque, je me suis dit que il pouvait être intéressant de mener une réflexion philosophique sur une voie de recherche qui est en train de se développer aux États-Unis et qui est susceptible d'influencer certains fondements du droit pénal américain. Donc cette voie de recherche s'inscrit dans le cadre d'une vaste entreprise de naturalisation des questions fondamentales du droit pénal, qu'en l'occurrence la question de l'évaluation de la responsabilité pénale et celle de l'appréciation du risque de récidive. Bon, alors, de manière générale, depuis l'émergence des techniques de neuroimagerie au début des années 90, on observe une multiplication des domaines d'application des neurosciences. Ces neurodisciplines revendiquent une démarche éliminativiste. C'est-à-dire non seulement les comportements et les phénomènes mentaux peuvent être entièrement expliqués par des mécanismes neurobiologiques, mais surtout il faudrait éliminer toute autre explication parce que l'explication neurobiologique est jugée la plus pertinente, donc la plus à même de rendre compte de l'ensemble de nos comportements. Donc il faudrait éliminer la criminologie pour la remplacer par une neurocriminologie, développer un neurodroit qui viendrait à terme remplacer l'expertise psychiatrique en matière pénale par des preuves, par le recours à des preuves neuroscientifiques. L'expertise psychiatrique étant jugée par les chercheurs en neurodroit trop subjective, source de contradiction. Et le fondement théorique de ces neurodisciplines, c'est bien sûr la construction anthropologique d'un sujet cérébral, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'individu est d'essence cérébrale. Qu'en étudiant le cerveau de l'individu, on étudierait l'individu lui-même dans toute sa complexité et ses dimensions, subjectives, intersubjectives, socio-économiques, etc. Aux États-Unis, ce présupposé neuroessentialiste a favorisé un renouvellement des problématiques liées aux conditions requises pour bénéficier d'une irresponsabilité pour cause psychiatrique. Le neurodroit s'est en effet développé autour d'une nouvelle jurisprudence sur l'introduction des données neuroscientifiques pour attester la preuve d'une incapacité à contrôler son comportement ou à former un jugement moral. L'argument repose sur ce qui est communément appelé le « my brain made me do it defense » ou « c'est pas moi, c'est mon cerveau ». Il s'agit d'apporter la preuve d'un dysfonctionnement neurobiologique altérant les capacités requises pour être tenu pénalement responsable. Par exemple, un déficit d'activité dans les régions cérébrales impliquées dans le contrôle de soi. Je vais donc chercher à questionner le présupposé fondateur de la neurocriminologie et du neurodroit. Alors, non pas du point de vue de la philosophie du droit, c'est-à-dire éventuellement des implications de cette conception neuroessentialiste sur les notions fondamentales du droit pénal, mais du point de vue de l'épistémologie et de la philosophie des neurosciences. Est-ce que l'on peut donner un sens à l'affirmation selon laquelle le sujet criminel est d'essence cérébrale? Cette question sera le point de départ d'une réflexion plus générale sur la possibilité de traduire en termes empiriques, c'est-à-dire neurobiologiques, les questions fondamentales du droit pénal. On peut en effet questionner cette thèse sur 3 niveaux. La première thèse est issue de ce qui est communément appelé le cérébrocentrisme, c'est-à-dire la tendance à se référer exclusivement au cerveau dans l'étude des comportements. Alors, sans nécessairement renverser la chaîne de causalité en mobilisant d'autres stratégies explicatives, donc par exemple sociologiques, on verra qu'il existe de bonnes raisons de considérer que le cerveau seul ne suffit pas à expliquer la manifestation d'un comportement criminel. La seconde thèse correspond à une conception internaliste des processus psychologiques, à savoir l'idée que les conditions de l'activité mentale sont internes au cerveau. Alors, je présente cette thèse sous sa forme ontologique et dans sa forme épistémologique, parce que les stratégies argumentatives qu'on peut invoquer à l'encontre de l'internalisme sont différentes selon que l'on s'intéresse à la question de la nature des processus mentaux ou à la manière dont ils sont étudiés ou expliqués. La question qui m'intéresse le plus étant celle-ci,
Est-ce que l'on peut donner un sens à l'affirmation selon laquelle la connaissance du sujet criminel et de ses comportements s'accomplit entièrement dans la connaissance de son cerveau? Et on peut enfin situer notre analyse sur un troisième niveau et questionner l'ambition prescriptive affichée par le neurodroit et la neurocriminologie de fonder des catégories normatives, donc relatives à l'évaluation de la responsabilité pénale ou l'évaluation de la dangerosité, sur des données empiriques neurobiologiques. Ces trois thèses constituent la matrice théorique des différents projets d'intégration des neurosciences dans le système pénal. Elles sont loin d'être spéculatives, puisqu'à en croire les chercheurs en neurodroit ou en neurocriminologie, elles sont toutes fondées empiriquement par des centaines de publications scientifiques qui visent justement à rechercher les preuves empiriques que le criminel est d'essence cérébrale. Alors, les critiques dirigées contre le cérébrocentrisme ou l'internalisme peuvent mobiliser plusieurs voies argumentatives qui s'étendent globalement de la philosophie externaliste jusqu'aux connaissances empiriques fournies par les sciences biologiques. On peut par exemple s'appuyer sur des arguments tirés de la biologie de l'évolution ou la biologie du développement et défendre une position interactionniste, c'est-à-dire concevoir les phénomènes cognitifs comme le résultat d'une co-construction entre différents niveaux d'organisation. De ce point de vue, le cérébrocentrisme qui est défendu par la neurocriminologie ou le neurodroit est difficilement compatible avec les recherches actuelles menées dans le domaine de la biologie, en particulier depuis la multiplication des études menées sur le système nerveux entérique, qui montrent que la cognition n'est pas concentrée dans le seul cerveau. Par ailleurs, la neurocriminologie et le neurodroit favorisent la représentation d'un individu réduit à un cerveau dans une cuve, isolé du reste du corps et de son environnement. En privilégiant le cerveau seul dans l'étude du comportement, on prend ainsi le risque d'adhérer à un nouveau dualisme, cerveau, reste du sujet. C'est pas moi, c'est mon cerveau. Cette conception est problématique pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elle n'échappe pas au problème de l'erreur de catégorie formulée par Gilbert Ryle. En considérant que le cerveau joue un rôle exclusif dans la manifestation des comportements, on se rend coupable d'un sophisme méréologique de division, puisque l'on attribue à la partie, donc le cerveau, des propriétés qui relèvent d'un tout, le sujet dans son environnement. C'est l'individu qui pense et qui agit, et non pas son cerveau. D'autre part, le cérébrocentrisme favorise la représentation d'un individu réduit à ses déterminations internes, à des propriétés intrinsèques qui font sens à l'intérieur de son cerveau. Il peut ainsi conduire à une forme d'éliminativisme vis-à-vis des états mentaux, car il tend à concevoir ces derniers comme des épiphénomènes, c'est-à-dire des événements qui ne jouent aucun rôle dans la chaîne causale qui mène à la réalisation de nos actions. De ce point de vue, l'idée selon laquelle le cerveau est une condition suffisante à l'exercice des processus cognitifs nous amènerait à céder définitivement à une explication en termes de cause et non de raison d'agir. Elle conduirait à neutraliser la pertinence des états intentionnels pour expliquer les comportements et à les éliminer au profit de ces déterminations internes. Le droit pénal, et en particulier la question de la culpabilité ou de la responsabilité, est justement fondé sur l'appréciation des états intentionnels de l'individu. Le problème général qui est posé ici, c'est celui de la naturalisation de l'intentionnalité. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que mon objet n'est pas d'envisager les conséquences possibles du cérébrocentrisme ou de l'internalisme, mais d'identifier ses principales limites. On peut par exemple mobiliser l'argument de l'externalisme sémantique d'Hilary Putnam, c'est-à-dire l'idée que les états intentionnels comme les raisons d'agir ne possèdent pas de référence intrinsèque. Ils ne font pas sens à l'intérieur de notre cerveau, mais seulement en vertu des relations que l'individu entretient avec son environnement. La critique du cérébrocentrisme peut aussi puiser ses arguments dans les théories dites de la cognition incarnée, de l'inactivisme ou de l'esprit étendu. Globalement, ces théories défendent l'extension corporelle des processus cognitifs, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la cognition s'étend en dehors du cerveau et émerge de l'interaction entre l'individu et son environnement. Qu'elle s'accorde à replacer le cerveau dans son contexte
biologiques et écologiques, et à situer les processus cognitifs dans l'environnement au sens large. Pour reprendre un exemple cité par le philosophe Alva Noé, il n'y a pas plus de sens de situer les phénomènes mentaux dans le seul cerveau que de localiser la vision dans l'œil ou le processus de digestion dans l'estomac. Ce dernier, comme le cerveau, n'est qu'un organe parmi d'autres, une partie d'un système comprenant de multiples niveaux d'organisation qui interagissent entre eux pour accomplir leurs fonctions. Aussi, selon lui, les phénomènes mentaux désignent des événements que nous faisons et non pas quelque chose qui se produit en nous. L'idée selon laquelle les phénomènes mentaux sont internalisés dans notre cerveau est dépourvue de sens car le cerveau seul ne permet pas de rendre compte de la dynamique de l'interaction avec le reste du corps, l'activité sensorimotrice et l'environnement conçu au sens large. Alors, sans nécessairement souscrire aux théories de l'inaction ou de l'esprit étendu, on peut s'accorder sur le fait qu'en privilégiant le cerveau seul, on s'interdit de saisir la complexité des relations qui l'unissent à l'environnement au sens large. Les critiques que l'on peut adresser à l'encontre du cérébrocentrisme peuvent en effet nous amener à défendre une conception dite pluraliste de l'explication des phénomènes mentaux. De ce point de vue, la fécondité de l'explication nécessite d'articuler le niveau de description neurobiologique avec ce que nous savons en dehors du cerveau. Donc, elle exige l'instauration d'un dialogue avec des disciplines connexes qui étudient les mêmes mécanismes, mais à des niveaux de description différents. On peut se demander si l'argument externaliste est pertinent et suffisant pour invalider le modèle internaliste tel qu'il est défendu par la neurocriminologie et le neurodroit. Est-ce qu'il suffit à montrer que l'étude du cerveau seul n'apporte aucune information pertinente pour informer les questions fondamentales du droit pénal, notamment l'évaluation de la responsabilité ou de la dangerosité des individus? D'abord, la question des limites topologiques que l'on peut assigner à la cognition fait l'objet d'un vif débat, de même que la fécondité de ces théories sur le plan empirique. L'extension corporelle des processus cognitifs reste à être démontrée sur le plan empirique. Mais surtout, on peut douter de l'efficacité ou de la portée de l'argument externaliste vis-à-vis du projet d'intégration des neurosciences dans le droit pénal, dans la mesure où il est trop détaché de la réalité des pratiques scientifiques ou des connaissances neuroscientifiques. Sans rejeter sa pertinence, on peut considérer qu'il n'a aucune prise sur le modèle défendu par le neurodroit ou la neurocriminologie, précisément parce qu'il s'apparente à un antinaturalisme de principe, c'est-à-dire un rejet a priori contre toute assimilation du mental au cérébral. En clair, défendre l'idée que le comportement criminel est situé en dehors du cerveau ne fait que contourner le problème. L'intérêt exclusif porté au cerveau dans l'étude du comportement est contestable pour les raisons que je viens d'évoquer, mais la stratégie consistant à défendre une position externaliste vis-à-vis des phénomènes mentaux ne fait que minimiser le rôle joué par le cerveau dans l'exercice de ces processus, sans nous dire quoi que ce soit sur la légitimité scientifique des ambitions du projet du neurodroit ou de la neurocriminologie. L'une des ambitions annoncées par le projet du neurodroit consiste à utiliser les données neuroscientifiques, donc des images IRM du prévenu, comme une preuve de l'irresponsabilité pour cause psychiatrique, qu'on appelle l'insanity defense. Donc, la volonté affichée des chercheurs en neurodroit est de remplacer à terme l'expertise psychiatrique en matière pénale par le recours à des preuves neuroscientifiques. Cet usage renvoie à la stratégie rhétorique du My brain may be do it defense. C'est pas moi, c'est mon cerveau, ou plus précisément l'anomalie cérébrale qui inhibe les réseaux neuronaux impliqués dans le contrôle de soi, par exemple. On va donc ici chercher à comprendre s'il est légitime de déléguer les capacités psychologiques d'un individu à son cerveau ou à ses régions cérébrales. Alors, je l'ai évoqué plus haut, considérer que le cerveau suffit à expliquer les conditions d'émergence d'un comportement, c'est commettre une erreur méréologique, puisque l'on attribue à la partie des propriétés qui relèvent d'un tout. C'est l'individu qui pense et qui agit et non pas son cerveau. De manière générale, cet argument prend pour cible tout type de discours qui consiste à attribuer au cerveau des prédicats psychologiques
Une erreur que les philosophes Max Bennett et Peter Hacker jugent constitutive du discours neuroscientifique. Selon eux, les résultats issus des neurosciences s'accompagnent d'un neurodiscours qui consiste à faire du cerveau un sujet, c'est-à-dire à lui allouer des propriétés ou des capacités psychologiques que l'on attribue généralement aux individus. On retrouve ce type d'abus de langage surtout dans la littérature consacrée aux neurodisciplines, donc comme le neurodroit, le neuromarketing, la neuroéducation, qui ont tout intérêt à montrer que c'est le cerveau et le cerveau seul qui prend la décision d'agir, qui résout des problèmes, qui apprend, qui répond aux stimuli visuels, qui prend la décision d'acheter, etc. Pour Bennett et Hacker, ce type d'énoncé est dénué de sens car le cerveau ne répond pas aux critères d'application des prédicats psychologiques. Ces derniers se rapportent à des comportements et non à des états cérébraux. Le sujet du comportement n'est pas le cerveau, mais l'individu lui-même, lequel doit être envisagé dans toutes ses dimensions et toute sa complexité. Le cerveau ne réalise pas lui-même nos pensées ou nos comportements car il n'est qu'une partie de nous-mêmes. Il ne renferme pas en lui des intentions ou des raisons d'agir, mais seulement des activités électriques. De ce point de vue, la stratégie rhétorique du My Brain Made Me Do It Defense, donc qui consiste à faire du cerveau du prévenu le véritable sujet de ses comportements, cette stratégie est dénuée de sens puisque les états cérébraux du sujet ne produisent pas à eux seuls les phénomènes psychologiques associés à ces comportements. Considérer que les conditions de l'activité mentale sont internes au cerveau ne nous dit rien sur la manière dont les processus psychologiques sont réalisés, car ces derniers doivent pouvoir s'exprimer au travers d'un comportement. L'argument de l'erreur de catégorie a été repris par les philosophes Michael Pardo et Dennis Patterson dans un ouvrage consacré à l'analyse des fondements conceptuels et empiriques du projet du neurodroit. Donc cet ouvrage s'inscrit dans la continuité des thèses, de la critique formulée par Bennett et Hacker. On peut d'ailleurs y voir une application directe de leur thèse à la question de l'usage judiciaire des neurosciences. Pardo et Patterson estiment que les neurosciences n'apportent aucune information vis-à-vis des concepts psychologiques mobilisés dans le droit pénal, puisque l'erreur méréologique suffit, selon eux, à invalider le projet du neurodroit. Alors, sans partager entièrement leurs conclusions, on peut s'attarder sur leur argument, car il permet de mieux cerner le problème posé par l'ambition de fonder les catégories normatives du droit pénal sur des catégories neurobiologiques. Cette analyse offre une perspective générale sur les erreurs conceptuelles et inférentielles qui sous-tendent les 3 niveaux de description qui sont mobilisés dans le champ du neurodroit. Le niveau de description neurobiologique, les concepts psychologiques relatifs au comportement individuel et les concepts normatifs relevant du droit pénal. Les recherches en neurodroit sont en effet dictées par l'ambition d'utiliser les résultats neuroscientifiques qui portent sur des concepts mentaux ayant une pertinence vis-à-vis de la question de la responsabilité pénale. L'intention, le contrôle de soi, la connaissance morale, etc. Autrement dit, le neurodroit assoit sa légitimité sur le fait que le droit pénal américain mobilise un large éventail de concepts qui sont issus de la psychologie populaire et qui sont justement accessibles à l'investigation neuroscientifique. Par exemple, l'ambition d'utiliser les données issues de la neuroimagerie pour informer la condition volitionnelle de l'insanity defense, donc la capacité à contrôler son comportement, repose sur l'idée qu'un dysfonctionnement dans les régions impliquées dans le contrôle de soi garantit une preuve de l'incapacité du sujet à contrôler son comportement et par conséquent une preuve de l'irresponsabilité pour cause psychiatrique. Pour Pardo et Patterson, l'ambition d'intégrer les neurosciences dans le système pénal apparaît alors essentiellement comme un problème conceptuel ou inférentiel. Celui de la traduction d'un concept empirique, donc relatif par exemple à un dysfonctionnement dans les réseaux impliqués dans le contrôle de soi, en un concept éminemment normatif, en l'occurrence une preuve de l'irresponsabilité pour cause psychiatrique. On peut en effet s'interroger sur la validité de l'inférence qui nous autoriserait à passer des données obtenues dans un contexte expérimental donné vers l'usage de ces données comme une preuve de l'irresponsabilité pour cause psychiatrique.
La question est de savoir s'il est possible de traduire en termes empiriques un concept qui s'intègre dans un environnement social complexe et qui dépend des catégories juridiques dans lesquelles il est invoqué. D'une part, est-ce que les données empiriques peuvent nous dire quoi que ce soit sur un comportement aussi complexe que le contrôle de soi, tel qu'il est exercé dans l'environnement naturel, social, subjectif? D'autre part, quand bien même les données empiriques issues de la neuroimagerie constitueraient un indicateur neurobiologique de la capacité à contrôler son comportement, il nous reste encore à déterminer si ces données peuvent nous dire quoi que ce soit sur le contrôle de soi au sens qu'il est mobilisé dans le droit pénal. On peut illustrer ce problème à partir d'un autre exemple qui illustre parfaitement la confusion méréologique qui règne dans l'ambition d'intégrer les outils neuroscientifiques dans le système pénal. Cette ambition repose notamment sur l'idée qu'il serait possible d'inférer la possession d'une connaissance en enregistrant l'activité cérébrale d'un individu. Donc, par exemple, une connaissance des règles morales ou juridiques, ou même une connaissance de certaines informations relatives au crime pour lequel le prévenu est poursuivi. Cette technique repose sur ce qu'on appelle le Brain Fingerprinting Test. Elle propose de reconnaître dans l'activité électroencéphalographique de l'individu la trace mémorielle d'une information donnée en enregistrant le profil d'activité de l'onde P300. Donc cette onde, elle elle survient 300 millisecondes après la présentation d'un stimulus et elle manifeste un profil d'activité qui est caractéristique quand le stimulus est familier. Aux États-Unis, ce test a été utilisé dans certaines procédures pénales pour déterminer si le prévenu avait ou non connaissance de certaines informations relatives au crime pour lequel il était poursuivi. Pour ne citer qu'un seul exemple, ce test a été reconnu comme une preuve scientifique pour disculper un individu qui avait été condamné pour homicide volontaire. Après 22 ans de détention, il a fini par être libéré sous la pression de l'opinion publique face à l'insuffisance de preuves de sa culpabilité. Alors, je ne vais pas discuter ici de la fiabilité de cette technique ni de l'acceptabilité de la preuve elle-même. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a ici un exemple paradigmatique du neurodiscours qui consiste à faire du cerveau un sujet. Le cerveau de Harrington, Terry Harrington, le prévenu, ne contient pas les informations relatives au crime pour lequel il était poursuivi. Donc, neurodiscours qui est fondé sur le présupposé selon lequel la connaissance d'une information est internalisée dans le cerveau sous la forme d'un engramme mémoriel. Ce présupposé favorise l'idée que le cerveau seul nous renseigne sur la question de savoir si l'individu a ou non connaissance des informations qui lui sont transmises. Donc, d'une donnée empirique, on en infère la possession d'une connaissance, d'un attribut psychologique, qui nous renseigne sur la culpabilité ou non du prévenu. Or, ce raisonnement consistant à inférer la possession d'une connaissance à partir des états cérébraux d'un individu relève d'une erreur méréologique, dans la mesure où les états neurologiques ne remplissent pas les critères d'attribution de la connaissance. Les états internes de l'individu ne suffisent pas à lui attribuer une quelconque connaissance, et ils n'apportent d'ailleurs aucune information sur les relations que la notion de connaissance entretient avec d'autres notions, comme la croyance, le doute, la certitude, etc. On peut ajouter que le raisonnement consistant à inférer l'exercice d'un état psychologique à partir d'un état cérébral relève d'une inférence inverse qui est très largement discutée dans le champ des neurosciences et de la philosophie des neurosciences. L'inférence inverse, c'est un raisonnement qui consiste à inférer l'exercice d'un comportement ou d'un processus psychologique à partir d'un état cérébral donné. Un certain nombre d'ambitions du projet du neurodroit sont fondées sur ce raisonnement, notamment ce qu'on appelle les neurodétecteurs de mensonges. Si une région est activée pendant l'interrogatoire du sujet, et si on sait que cette même région est impliquée dans l'élaboration d'un mensonge, alors ça signifie que le sujet est en train de mentir. Bon, le problème, c'est que la validité de ce raisonnement est limitée par la spécificité fonctionnelle des régions considérées. Une telle inférence est valide si et seulement si la région est activée uniquement lorsque la fonction cognitive est engagée. On peut donc douter la validité de ce raisonnement en ce qui concerne l'attribution d'une connaissance ou d'un mensonge, dans la mesure où on s'intéresse à des fonctions cognitives fortement intégrées, très complexes et qui engagent de nombreux réseaux d'interaction.
Ce dernier point me donne l'occasion de questionner la pertinence d'une analyse centrée sur les problèmes conceptuels ou inférentiels posés par le projet du neurodroit ou la neurocriminologie, et qui fait l'impasse sur les questions proprement empiriques concernant les conditions expérimentales dans lesquelles les recherches sont conduites. L'argument externaliste et l'argument de l'erreur méréologique nous ont permis d'apporter quelques éléments de réponse pour invalider le modèle neuroessentialiste qui est défendu par la neurocriminologie ou le neurodroit. Pour autant, on peut se demander si ces arguments suffisent à rejeter le projet d'intégration des neurosciences dans le système pénal. Les neuroscientifiques eux-mêmes contestent la force de l'argument méréologique. Cet argument s'apparente, selon eux, à une hostilité de principe à l'égard de l'apport des neurosciences dans l'étude des phénomènes mentaux, c'est-à-dire d'un rejet en bloc des neurosciences qui ne rend pas compte de la réalité des pratiques scientifiques et des spécificités propres à chaque champ disciplinaire. Neurosciences moléculaires, neurosciences cellulaires, neurosciences cognitives, neurosciences computationnelles, etc. On peut supposer que les chercheurs en neurodroit partagent cette position et que l'erreur de catégorie n'est selon eux qu'un faux problème issu d'une philosophie en fauteuil qui refuserait de s'engager sur le terrain empirique. On peut aussi considérer que l'argument se trompe de cible. Si le projet du neurodroit est bien marqué par des problèmes conceptuels ou inférentiels, ces derniers ne permettent pas de conclure que les neurosciences elles-mêmes n'apportent aucune information pertinente vis-à-vis des concepts psychologiques. Le problème ne concerne peut-être pas les neurosciences en tant que telles, mais la solidité du cadre théorique et méthodologique dans lequel les recherches en neurodroit ou en neurocriminologie sont conduites. La critique formulée par Pardo et Patterson relève en ce sens davantage d'un rejet a priori de l'apport des neurosciences vis-à-vis des concepts mentaux que d'une analyse approfondie des ambitions du projet ou des arguments empiriques avancés par les chercheurs. D'ailleurs, et sans nécessairement chercher à sauver le projet du neurodroit, on peut noter que leur critique sous-estime la complexité des études menées dans le champ, lesquelles ne peuvent se réduire à une simple localisation cérébrale des concepts juridiques issus de la psychologie populaire comme l'intention ou la connaissance morale. Le principal enjeu posé par le neurodroit est de déterminer dans quelle mesure les données neuroscientifiques peuvent informer les capacités requises pour être tenu pénalement responsable. Donc, il s'agit de déterminer si le prévenu possède les capacités requises pour être tenu pénalement responsable, à savoir la capacité à contrôler son comportement et la capacité à apprécier la valeur morale de son acte. Le problème est donc bel et bien épistémologique et empirique. Il ne s'agit pas tant de savoir si les propriétés cérébrales peuvent être identifiées à des propriétés psychologiques, mais de déterminer si les données empiriques peuvent nous dire quoi que ce soit sur les fonctions psychologiques des individus. Cette question est elle-même posée par les chercheurs en neurodroit. Certaines études, comme celle-ci, se livrent à une réflexion théorique assez fine sur la nécessité de proposer une clarification des concepts mobilisés dans le champ. Les questions portent en particulier sur la pertinence explicative des tâches cognitives expérimentales qui sont utilisées pour opérationnaliser le contrôle de soi. Dans quelle mesure ces tâches expérimentales, donc qui sont issues des recherches classiques en neurosciences cognitives, comme la go-no-go task, dans quelle mesure ces tâches permettent-elles de rendre compte du comportement tel qu'il est exercé dans l'environnement social complexe et surtout tel qu'il est caractérisé par le droit pénal américain? La question de la validité de cette chaîne inférentielle est donc primordiale, mais elle ne peut se soustraire à une analyse approfondie du cadre théorique et méthodologique de ces recherches. En clair, si l'on veut isoler les enjeux épistémologiques de ces usages et éventuellement les résoudre, il convient de dépasser toute hostilité de principe pour questionner, éventuellement déconstruire les arguments empiriques qui sous-tendent leur projet normatif. Il me semble que cette analyse peut se situer sur 3 plans. D'abord, on peut s'interroger sur la validité conceptuelle du modèle. Si l'on veut identifier les réseaux neuronaux impliqués dans le contrôle de soi, il faut au préalable clarifier le concept.
telle qu'elle est mobilisée dans le droit pénal américain, la capacité à contrôler son comportement désigne la capacité à contrôler ses actions conformément à la loi. Donc cette condition, elle comprend une dimension cognitive, la connaissance des règles juridiques. L'évaluation de la responsabilité pénale nécessite donc de déterminer si le prévenu est capable de contrôler son comportement conformément à cette connaissance des règles juridiques. Donc, si l'on veut questionner la légitimité scientifique des ambitions du projet, il faut se demander si les études qui entendent opérationnaliser le contrôle de soi ont fait cet effort de clarification conceptuelle. Deuxièmement, si l'on veut opérationnaliser le contrôle de soi de telle sorte à ce qu'il ait une pertinence vis-à-vis du droit pénal, il faut construire un modèle expérimental qui représente le concept sous tous ses aspects. Non pas seulement la capacité à inhiber une action motrice, ce qui est mesuré par la go-no-go task, qui est très utilisée dans le champ du neurodroit, mais aussi la dimension prospective et cognitive du contrôle de soi. Le troisième niveau d'analyse concerne la portée normative des données empiriques. Est-ce que ces données neurobiologiques, qui sont issues d'un paradigme expérimental donné, permettent de tirer des conclusions normatives sur la capacité de l'individu à contrôler son comportement, au sens où elle est définie dans le droit pénal américain? Alors, la plupart des critiques qui sont formulées à l'encontre du neurodroit ou de la neurocriminologie elle-même se situent sur ce plan. J'aimerais ici défendre l'idée que ce niveau d'analyse, donc qui concerne la portée explicative et normative des résultats, doit être informé d'une réflexion sur la conceptualisation et l'opérationnalisation du comportement que l'on cherche à objectiver et à mesurer. Je ne sais pas si j'ai peut-être dépassé mon... Ok, bon, j'en viens tout de suite à ma conclusion. Mais de ce point de vue, si on reprend l'exemple que je mentionnais concernant la possibilité d'inférer la possession d'un état psychologique à partir des états cérébraux de l'individu, on peut multiplier les arguments pour invalider l'ambition de fonder les catégories normatives du droit pénal sur des critères neurobiologiques. Bon, en conclusion, j'ai essayé de recentrer progressivement l'analyse du présupposé neuroessentialiste du point de vue d'une épistémologie internaliste. Donc en plaçant sur le terrain des chercheurs en neurocriminologie et en neurodroit. Cette approche, bien sûr, n'efface pas la force de l'argument externaliste ou de l'erreur méréologique. Je crois seulement que l'analyse critique de ces projets, de ces divers projets d'intégration des neurosciences dans les pratiques pénales a plus de chances d'être entendue si elle cesse d'opposer aux investigations empiriques un antinaturalisme ou un anti-réductionnisme de principe. Le problème posé par la neurocriminologie ou le neurodroit ne tient pas seulement au problème de la naturalisation de la morale ou du crime, ou à l'inaccessibilité empirique des catégories juridiques, mais aussi et surtout aux présupposés théoriques et méthodologiques qui structurent l'ensemble des études menées dans le champ. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce très, très riche et roboratif exposé. Vous auriez même pu prendre 5 minutes de plus, mais voilà, je ne vais pas déclencher des regrets éternels, mais on ne se lassait pas à vous écouter, en tout cas. Donc voilà. Je laisse tout de suite la parole à qui souhaite la prendre.